Bonjour à tous, donc je suis Maëlle Guidou, je suis médecin généraliste en Vendée. Je suis chef de clinique depuis 1 an au département de médecine générale de Nantes. Et je vais vous présenter un des enseignements que l'on propose aux internes sur la thématique des violences intrafamiliales. Plus spécifiquement, c'est un enseignement hybride qui traite des violences faites aux enfants et dont la construction a fait l'objet de notre travail de thèse qui a été soutenu il y a 2 ans, présenté il y a 2 ans à Lille, avec ma collègue Zoé Limar. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Alors, les violences faites aux enfants, de quoi parle-t-on? Par ces termes, on entend les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les négligences et l'exposition aux violences conjugales. Les violences faites aux enfants, elles sont d'abord endémiques, puisqu'elles concernent, d'après les derniers chiffres, plus d'1,4 enfants sur 10. Elles sont également systémiques et elles sont intrafamiliales à plus de 80%. On estime par ailleurs que plus de 400 000 enfants sont co-exposés à des violences conjugales. Les violences faites aux enfants, elles sont inaudibles. Il y a très peu de révélations, très peu de plaintes et encore moins de condamnations des auteurs. La sous-estimation des faits, la difficulté d'obtenir la preuve pour de nombreuses victimes et la complexité des enquêtes contribuent à l'impunité de ces violences. Si on s'intéresse plus spécifiquement aux violences sexuelles, d'après la Civise, elles concernent plus de 160 000 enfants par an, soit toutes les 3 minutes en France, un enfant victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Une enquête récente rapporte le chiffre, 1 Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste dans sa vie. Dernier chiffre éloquent, un enfant en situation de handicap présente un surrisque de maltraitance multiplié par 4. Donc, alors que les violences faites aux enfants font le sujet d'actualité, les violences extrafamiliales sont très souvent exposées, les agressions sexuelles avec enlèvement, les faits de violence commises dans les institutions, le harcèlement scolaire. La réalité pour de nombreux enfants, elle est bien différente. Les maltraitances infantiles se déroulent la plupart du temps dans un huis clos familial où le silence est la norme et où les regards extérieurs sont absents. Pour nous, professionnels de premier recours, les violences faites aux enfants, c'est toutes les semaines dans nos cabinets. Elles ne représentent pas seulement une problématique sociale et judiciaire, elles sont également médicales et représentent aujourd'hui un des principaux facteurs de morbimortalité. Le médecin généraliste a un rôle crucial dans la détection précoce de ces violences. Écouter, agir, poser la question est fondamental. Cela nécessite une vigilance constante et une bonne connaissance des procédures de signalement. Alors, ce cours est issu d'un vécu et de questionnements personnels que l'on a ressenti avec Zoé pendant l'internat. On a commencé à prendre conscience qu'un certain nombre de nos consultations étaient complexes et qu'il semblait nous manquer une pièce du puzzle pour qu'on puisse parfaitement les comprendre. On a été confrontés à des enfants avec des problématiques très récurrentes, des diagnostics posés qui ne nous ont pas convaincus, des adultes également touchés par des souffrances physiques et psychiques profondes, des syndromes douloureux chroniques, des événements cardiovasculaires précoces. Donc, au fur et à mesure de nos stages d'internat, on a commencé à prendre conscience de cette violence, de son extrême prévalence et de la difficulté à surmonter le désarroi, le doute à agir. On s'est rendu compte que nous étions nombreux dans cette situation. Ici, à droite de l'écran, les freins exprimés par les médecins généralistes au repérage des violences faites aux enfants qui sont retrouvés dans la littérature. Donc, suite à cette prise de conscience, on a décidé de se former. Comprendre les rouages de la violence intrafamiliale nous sert chaque jour dans nos consultations généralistes et nous apporte une lisibilité extraordinaire de nos patients. Nous avons par la suite utilisé ces connaissances pour développer un outil de transmission à nos collègues internes pour répondre aux questionnements et aux incertitudes en pratique face à la gestion d'une situation de maltraitance. Nous avons donc conçu, accompagnés du département de médecine générale, d'experts de la protection de l'enfance et d'ingénieurs pédagogiques de l'université, une formation que l'on a intitulée « Enfance et violence ». C'est une formation hybride qui associe donc une demi-journée présentielle
que l'on pérennise chaque année, avec les médecins référents protection de l'enfance de notre département et également une association. Un contenu distanciel, donc un e-learning d'à peu près 10 heures, sur lequel on a ajouté un forum pour permettre l'interactivité avec les étudiants. Le tout a été placé sur une plateforme pédagogique de l'université. Alors pourquoi avoir choisi un format hybride ? Les enseignements présentiels possèdent des atouts que vous connaissez déjà, interactivité, motivation, stimulation de l'engagement dans les apprentissages, développement de compétences sociales, et puis ancrage territorial avec la venue d'experts locaux. Mais l'enseignement distanciel possède aussi des atouts. D'abord l'accessibilité, puisque c'est un choix pour former un maximum de personnes. La flexibilité, à la fois géographique et temporelle. L'autonomisation de l'étudiant dans ses apprentissages, qui peut vraiment avancer à son rythme. Et puis la pérennité de l'enseignement, puisque c'est un investissement important lors de la construction, mais une économie de temps enseignant probablement par la suite. Alors, l'enseignement est composé de 9 modules qui traitent d'un thème ou d'un aspect du sujet. Cette formation, elle va parler du contexte de la violence, de comment l'aborder, comment la repérer, comment la signaler. Elle nous dit ce que la loi nous impose et en quoi nos a priori et nos préjugés nombreux nous en empêchent. L'ensemble des contenus ont bien sûr été relus par des experts. Et le choix des contenus dont vous voyez à l'écran est issu donc à la fois de notre travail bibliographique au départ et d'un choix éditorial qu'on a fait en fonction de nos besoins ressentis en tant qu'interne au moment de la construction. Alors, donc, nous avons vu les justifications de ce travail et l'organisation pédagogique. Passons à la structuration. Donc, chaque module thématique a été construit en fonction de ce que les étudiants doivent faire pour s'approprier les notions. Il a donc été défini 4 domaines d'action que la formation propose aux apprenants. Donc, vous voyez observer et comprendre, mémoriser, s'exercer et s'engager, et approfondir. Ensuite, on a, en fonction de ces objectifs, ces domaines d'action, défini le matériel pédagogique pour y répondre. Donc, les ressources, le contenu, les activités, etc. Alors, passons à la production. Donc, premier domaine d'action, observer et comprendre. Donc, ici, vous voyez des capsules narrées. Ce sont des diaporamas que l'on a vocalisés avec nos voix qui animent les diapos et un travail graphique qui a été fait par le service de production et d'innovation numérique de la fac, le Spin Santé. Tous les enregistrements ont été faits dans un studio de tournage à l'université, à la fois audio et on a implémenté un petit peu de vidéo pour rendre un peu dynamique les diaporamas. Ensuite, domaine d'action suivant, mémoriser. Donc là, on a essayé d'implémenter différentes choses. D'abord, des vidéos d'experts sur des thématiques qu'on a jugées un petit peu plus difficiles. Ici, en dessous également, une vidéo de facilitation graphique. Et puis, ce qu'on a appelé des nuages de mots pour faire apprendre la sémiologie de façon un peu plus dynamique qu'une liste ou qu'un tableau. Et pour la mémorisation, à la fin de chaque module, l'étudiant peut télécharger une fiche de synthèse qui résume le cours pour garder une trace de chaque module. Ensuite, s'engager et s'exercer. Donc là, on a intégré tout au long du e-learning un certain nombre d'activités pédagogiques qui permettent de valoriser, de contextualiser les acquisitions. Donc ici, vous voyez un quiz. Il y en a plusieurs. Chaque quiz est accompagné d'une rétroaction qui permet soit d'apporter de nouvelles connaissances, soit de reformuler le propos un petit peu différemment. Ici, une autre activité, zone cliquable. Autre activité qui a été très plébiscitée par les étudiants, c'est l'accompagnement à la rédaction d'une information préoccupante. Donc, dans cette activité, ils disposent d'une vidéo d'introduction, d'une situation avec des éléments suspects typiques de médecine générale, et ils doivent rédiger l'IP avec un texte à trous. On propose à la fin une correction qu'on a rédigée sur le modèle de l'information préoccupante de notre département et un document qui rappelle formellement les règles juridiques de rédaction.
Donc l'idée ici, c'est d'accompagner l'étudiant pour faciliter peut-être sa prise de décision plus tard. Et évidemment, même si le distanciel a des limites, on a essayé de chercher quelque chose qui se rapprochait un tout petit peu de la simulation. On a également pris soin de travailler autour de modalités de communication dans un module que l'on a intitulé « Accueillir la parole de l'enfant ». Donc ici, vous voyez une activité flashcards, recto verso. L'idée, c'est d'aider l'étudiant à réfléchir à ses propres formulations, on en a parlé tout à l'heure, à l'inciter à poser des questions ouvertes, à laisser l'enfant parler, et puis aussi à se positionner en tant que médecin face à la révélation d'une violence. Enfin, dans un module qui traite de la sémiologie des violences, on a développé une activité fil rouge où l'on présente 10 vignettes cliniques avec 10 situations d'enfants d'âge très différents, de 0 à 18 ans, en consultation de médecine générale, avec des éléments plus ou moins suspects. Et ici, il est demandé à l'étudiant de coter sur une échelle analogique son niveau d'inquiétude qui implique un degré de rapidité d'action. Et c'est seulement à la fin du e-learning où on revient sur ces situations. Et là, on a apporté une proposition de correction qui est vocalisée, détaillée, pour étayer la réflexivité. Et l'idée de cette activité, c'était d'illustrer la complexité de la prise de décision, qui n'est pas uniforme et qui dépend de beaucoup d'éléments de contexte. Enfin, dernier domaine d'action, approfondir. Ici, 2 arrière-pensées. D'abord, c'était proposer des outils concrets que l'apprenant puisse s'approprier directement pour être opérationnel en cabinet, qu'il puisse se créer sa propre boîte à outils avec donc un téléchargement des coordonnées utiles, les carnets d'adresses de tout le réseau Loire-Atlantique-Vendée pour notre région, et puis tout un tas d'outils supplémentaires pour faciliter sa pratique. On a également souhaité proposer pas mal de contenu pour aller plus loin, pour ceux qui voudraient continuer cette acculturation à la thématique. Donc il y a beaucoup de brochures, des sites internet, des podcasts qu'on a sélectionnés, comme vous voyez à droite par exemple. Alors, à l'issue de sa première mise en ligne en 2023, la formation a été évaluée. D'abord, alors que la participation n'était pas obligatoire, sur la première promo P1, PA2, on a eu une participation spontanée des étudiants de 35%. Ensuite, on a évalué le niveau de satisfaction selon 4 critères, la durée, le format, les contenus et l'interactivité. Enfin, deuxième axe de l'évaluation, on s'est intéressé au sentiment d'efficacité personnelle selon 11 items autour de la protection de l'enfance. Ces 11 questions ont été posées avant, après, et on a observé une progression de 35 à 66%. L'évaluation a permis, évidemment, a eu des résultats assez encourageants. Après, évidemment, il faudrait qu'on évalue la formation à distance et en pratique. Elle a permis aussi de montrer que certains items, certains modules restent plus difficiles pour eux, notamment aborder les violences sexuelles et accueillir la parole d'un enfant. Et elle a permis de confirmer le besoin ressenti des étudiants de formation. Concernant les perspectives de ce travail, donc la diffusion du e-learning est souhaitée. On avait d'abord travaillé sur une version locale pour nos internes. On a proposé cette formation et on reproposera au MSU de notre secteur. Et puis on a développé une version nationale exportable. Il faut également prévoir dans ce type de projet une veille et une actualisation régulière des contenus, des ressources, des recommandations. Donc ça a fait l'objet d'une partie de notre travail en 2024. Et puis, on réfléchit en tout cas à faire évoluer l'hybridation avec peut-être des consultations simulées. Mais pour l'instant, au sein de notre faculté, les limites à sa mise en œuvre sont encore nombreuses. Enfin, j'aimerais vous parler des violences éducatives ordinaires. C'est une thématique que l'on a un peu abordée dans le premier module, mais qui nous a paru tout au long de la construction indispensable à traiter plus en détail. Les violences éducatives ordinaires, donc les gifles, les fessées, chantage, humiliation, qui sont infligées aux enfants dans un but éducatif, sont encore aujourd'hui dans notre société banalisées, tolérées, voire encouragées.
Elles s'inscrivent dans un continuum de la violence qui peut mener à des formes de maltraitance plus graves. Les VO, les violences éducatives ordinaires, contribuent à ancrer cette culture de la violence et perpétuent l'idée que la violence exercée par les adultes sur les enfants est une norme sociale tolérée. Dans quelques jours, donc un nouveau e-learning sur les violences éducatives ordinaires viendra compléter notre offre de formation. Voici pour notre contribution locale une modeste pierre ajoutée à l'édifice. Les violences intrafamiliales, longtemps inaudibles, invisibles, occupent aujourd'hui une place croissante dans l'actualité. Pourtant, ces violences restent difficiles à détecter et à éradiquer, car elles se déroulent dans l'intimité des foyers, espace encore trop souvent perçu comme inviolable. Et même s'il est difficile pour nombreux d'entre nous d'imaginer cette violence, une évolution de nos pratiques professionnelles est en marche. Je vous laisse avec l'accès par QR code à nos 2 formations, donc ici, enfance et violence, et à droite, violence éducative ordinaire. Merci de votre attention.